Nous parlons aujourd'hui d'une question médicale grave et qui concerne chacun d'entre nous. C'est la question des maladies génétiques dont certaines sont plus fréquentes, on ne le sait pas toujours, dans la communauté juive et pour lesquelles notre invité lance aujourd'hui un appel. Bonjour Arnaud Melik. Vous êtes pédiatre, généticien, chef du département de génétique médicale de l'hôpital Necker Enfants Malades de Paris. Et vous avez donc adressé le mois dernier un courrier, une note aux autorités communautaires, dont le Grand Rabbin de France, pour les alerter sur la question sensible et grave des tests génétiques prémaritaux chez les jeunes couples de la communauté juive de France. On va expliquer tout ça. Alors, il existe en effet une centaine de maladies génétiques nettement plus fréquentes dans la communauté juive et en particulier chez les Ashkénazes, maladies pour lesquelles il n'existe pas en France de dépistage systématique, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi en Israël, d'où votre appel aujourd'hui pour tenter de sortir de ce vide juridique. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, et avant de revenir donc au problème lui-même, peut-être un petit mot sur les lois de la transmission génétique, fameuse loi de Mendel que tout le monde a appris, mais dont tout le monde ne se souvient peut-être pas. D'abord, merci Antoine de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette question qui est non pas grave, comme vous dites, mais plutôt sérieuse. Ce qui serait grave, c'est de continuer à méconnaître le problème. Ça serait grave. Mais aujourd'hui, on a des éléments de réponse. On n'est pas les premiers, puisque les Américains et les Israéliens nous ont précédés. Des éléments de réponse pour lutter contre des maladies qui sont effectivement plus fréquentes dans la communauté juive, ashkénaze, mais aussi séfarade, et qui sont incurables. Donc quand on est devant une maladie incurable, on sait prévenir, on ne nous pardonne pas de ne pas l'avoir fait. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une sorte d'indignation dans la communauté juive lorsque un enfant naît avec une de ces maladies. Alors quelles sont ces maladies précisément? Et pourquoi la communauté juive serait-elle davantage atteinte? Ces maladies, vous savez bien qu'on a environ 30 000 gènes dans notre génome et qu'on compte 7 000 à 8 000 maladies génétiques. Donc un gène sur 3 a sa maladie en réalité. Les juifs, ils font pas exception. Ils ont des maladies comme les autres. Mais ils ont des maladies un peu plus fréquentes que les autres, une centaine environ, ce sont celles qu'on teste maintenant dans notre institut à Necker, une centaine de maladies génétiques qui sont en fait les maladies génétiques qu'on voit nettement plus fréquemment chez les juifs, séfarades et ashkénazes. Alors ça, on se demande quand même pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi? On n'a pas de raison particulière à penser. Pourquoi? Il y a des éléments de réponse. Il y a des éléments de réponse. Quand la fréquence des porteurs sains, puisqu'il s'agit de parents qui sont porteurs et qui ne le savent pas, et qui se trouvent l'un et l'autre porteurs sains, sans le savoir, d'une maladie génétique qui va frapper leur enfant une fois sur 4. Bon. Quand on est porteur sain, comme ça, par définition, on ne le sait pas. Alors pourquoi on est porteur sain dans la communauté ashkénaze? Il y a une raison principale, c'est que du fait de l'histoire du peuple juif en Europe, les mariages se sont faits de manière endogamique, dans un petit cercle de personnes, et dès lors que l'un des membres d'une communauté fondatrice était porteur d'une anomalie, comme nous le sommes tous, le risque qu'encouraient les descendants était plus grand dès lors qu'on se mariait entre soi. Alors, dans un pays, on dit panmixique dans notre jargon, où le brassage de population est considérable. Par parenthèse, tsarfat, ça vient du verbe letzaref, qui signifie mélanger. Letzaref, c'est la France, terre de mélange. Donc en France, terre de mélange, pour les juifs et pour les non-juifs, la fréquence de ces maladies, il faut bien le dire, dans la communauté est moins importante que dans les autres communautés du monde, du fait de ce brassage. Ashkénaz séfarade, les mariages mixtes, etc. Conversion, quoi. Il n'en reste pas moins qu'il y a effectivement des maladies qu'on voit beaucoup. Lesquelles, par exemple? Alors, on peut citer les 5 ou 6 qui font l'objet des pubs qu'on voit apparaître en France. C'est aussi une raison pour laquelle je remercie Academ de donner la parole, c'est que devant ce vide juridique dont vous parlez, eh bien, l'opinion, les communautés étrangères s'en aperçoivent et font irruption sur le marché. Parce qu'il n'existe rien en France. Parce qu'il n'existe rien en France, et on va en parler tout à l'heure. Il y en a 7 qui dépassent. Si vous voulez, je peux donner les noms. Non, juste pour nous donner une idée de ce que... La maladie de Tay-Sachs. Par exemple, oui. Vous connaissez cette épouvantable maladie neurologique qui donne
une régression chez des tout-petits qui perdent toutes leurs acquisitions et qui meurent rapidement d'une maladie neurologique. Elle est fréquente chez les Ashkénazes. Un sujet sur 25 est porteur parmi les Ashkénazes de cette anomalie. Donc si les deux parents c'est 10 fois sont porteurs, 10 fois plus que n'importe quel citoyen français. Si par manque de chance, l'autre membre du couple est porteur, alors le risque, et c'est ça la loi de Mendel, que ce couple de parents tous les deux porteurs donne naissance à un enfant atteint est de 1 sur 4. 1 sur 4. Ouais. Et ce qui s'est passé cette année, c'est pourquoi j'ai fait cette note aux autorités, dont j'espère qu'elle aura un écho, c'est que les pauvres gens qui voient arriver un enfant malade apprennent qu'il y a un risque plus important dans la communauté, s'indignent de ne pas avoir été informés, prévenus, et qu'il n'aurait pas été proposé de le tester, alors que quand ils se renseignent, ils s'aperçoivent que leurs cousins à Montréal, à Toronto ou à Nébrac ont fait ce test. Combien de cas en France? Écoutez, dans l'année qui vient de s'écouler, il y en a eu 4. C'est quand même beaucoup dans une clinique comme la nôtre. C'est énorme. Donc il y a effectivement un frémissement. Il y a beaucoup plus qu'il y a de maladies de Tay-Sachs dans la population non juive. Et sur l'ensemble des maladies, c'est des dizaines de cas? En moyenne, c'est entre 1 sur 10 000 et 1 sur 40 000. Mais dans le peuple juif, c'est beaucoup plus fréquent. Alors, ce qui est important de considérer, c'est qu'il n'y a pas cette seule maladie. Il y en a 5 ou 6 autres. Il y a une maladie qui s'appelle la dysautonomie familiale, où les enfants ne peuvent plus digérer. Ils ne peuvent pas déglutir, ils n'ont pas de transit, ils sont paralysés de l'intestin. Il y a une maladie qui s'appelle la mucoviscidose. Elle est plus fréquente chez les juifs. Je continue. Il y a une glycogénose, plus fréquente chez les juifs. La maladie de Fanconi, grand problème, la maladie de Fanconi. Il y a le syndrome de Bloom. Enfin, un grand nombre de maladies pour lesquelles on pourrait prévenir. Voilà. Ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'effectivement, tous les moyens sont là. Voilà. Techniquement, c'est possible. C'est techniquement possible. Au moins informer les personnes, et ça ne se fait pas. Alors justement, on va essayer de voir un peu les problèmes que pose cette initiative. Sur le plan technique, vous nous dites... On maîtrise. Vous êtes capable précisément de savoir aujourd'hui quelle maladie et quel risque. Dans les grands centres, aujourd'hui, on a mis au point des tests de dépistage à haut débit qui permettent de tester, pour pas très cher, une centaine de maladies, les mutations les plus fréquentes, mais aussi les anomalies, les autres anomalies du même gène. Parce que pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas insister, c'est important de tester l'ensemble du gène et pas seulement les mutations les plus fréquentes. Donc on a des puces de reséquençage qui, pour 1000 ou 1500 euros, c'est pas très cher, malheureusement non remboursés aujourd'hui, permettront d'identifier les porteurs sains. Si un membre du couple est porteur sain, ça ne veut pas dire qu'on va rompre le mariage. Il faudra tester l'autre membre du couple. Et si les deux membres du couple sont porteurs l'un et l'autre, en Israël, dans le cadre des mariages arrangés, on ne présente pas les membres du couple, les mariages arrangés ne se fait pas, ce mariage arrangé ne se fait pas, mais en France, ou dans les communautés non orthodoxes, alors on peut parfaitement proposer un diagnostic prénatal. Si les deux membres du couple sont porteurs et que l'enfant est atteint, on peut proposer une interruption de grossesse. On peut même prévenir la maladie par ce qu'on appelle le diagnostic génétique préimplantatoire. Il y a plein de techniques. Ce qui permet de n'avoir aucun problème en tout cas sur le plan de la halakha. Aucun problème avec le préimplantatoire. Pas de problème avec la loi juive, puisque ça se fait en Israël, mais des problèmes avec la loi française, parce que ces tests ciblés, c'est ça le problème, sur une population particulière, en fonction de critères dits ethniques, sont interdits par la loi de bioéthique 2004. Comment on pourrait essayer d'ouvrir une possibilité de, malgré tout, pratiquer ces tests que vous proposez? Alors, je vais y venir tout de suite, parce que, effectivement, on a des révisions de la loi bioéthique régulière. Elle a été promulguée pour la première fois en 2004, et elle est révisée maintenant tous les 7 ans. Et la prochaine révision aura lieu juste après les élections présidentielles. Et donc le Comité national d'éthique, que j'ai également saisi, considère le sujet comme extrêmement sérieux, et dans le cadre des états généraux de la bioéthique, abordera la question du dépistage en minorité, en situation de minorité. Il y a déjà un précédent. Il y a un précédent. Il y a une maladie qui est très fréquente, qui est la maladie génétique la plus fréquente en France, qu'on appelle la drépanocytose ou anémie falciforme, qui frappe les populations noires. Et là, il y a des tests spécifiques. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur cette législation? C'est déjà une infraction, parce que en réalité, comme vous le rappeliez, le dépistage de masse sur des critères ethniques est interdit. Et par conséquent, pour
enfreindre cette disposition, il faut réviser la loi. Donc, je pense que la tendance aujourd'hui, c'est d'aller vers un peu plus de souplesse dans l'interprétation de la loi. De là à dire qu'on pourra demain proposer un test génétique aux jeunes couples qui se marient, il y a un pas que je ne franchirai pas. Et c'est pourquoi vous avez dit quelque chose d'extrêmement important tout à l'heure, sur lequel je crois qu'il faut insister, surtout à Academ, c'est demander que les responsables communautaires prévoient une information des couples au moment du mariage, avant le mariage. C'est pas très difficile à imaginer. Il y a des quitte à ce qu'ensuite on ait des tests qui soient faits hors de la France. Ou en France. Ouais, ou en France. Non, mais je veux dire, au moins il y aurait une prévention. Pourquoi ça serait déjà une première étape. Hors de la France. Je ne dis pas ça. Mais au moins la prévention, que les gens soient prévenus, c'est tout. Qu'ils soient prévenus du risque qu'ils encourent. Voilà. Qu'il n'y ait plus un seul couple d'Ashkénazes qui dit « je ne savais pas ». Ça, c'est quelque chose qui est intolérable pour les malades et pour nous-mêmes. Donc il faut que les responsables communautaires, laïcs ou religieux, s'emparent de cette question et en discutent. Mais malheureusement, il n'y a pratiquement pas d'enceinte où on en parle. Il n'y a plus de comité d'éthique du consistoire, il n'y a pas de lieu où ça se discute, et le seul endroit où ça se discute, c'est à Academ. Alors merci. Voilà, vous voyez, comme quoi Academ prouve une nouvelle fois son utilité. Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà répondu? Est-ce que dans votre appel, puisque ça fait déjà un mois que vous avez lancé cet appel, est-ce que vous avez déjà eu des réponses? Oui. J'ai une réponse, c'est pas confidentiel, une réponse très chaleureuse du grand rabbin de France, qui m'a dit que la question était importante, qu'effectivement, on était dans un cadre qui n'était pas un vide juridique, puisque c'est interdit. Il n'y a pas de vide juridique. On est dans un cadre juridique qui est parfaitement clair, et ce que vous demandez est interdit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut organiser certainement une information des couples beaucoup plus méthodique, beaucoup plus didactique. Oui, ça peut se faire, c'est pas un problème de loi, là, c'est simplement un problème d'organisation de la communauté libérale, massortie, consistoriale, ça peut être une décision communautaire. Première chose à faire. Qu'au moins les gens soient informés. Alors, une fois informés... On attend des réponses, précisément, des responsables communautaires qui nous écoutent éventuellement. Absolument, je pense qu'il faut il faut les mettre devant leurs responsabilités, et merci de le faire aujourd'hui. Alors, une fois que les couples sont informés, l'un ou l'autre membre du couple peut faire un test, à titre onéreux, ça lui coûtera 1 000 ou 1 200 €, non remboursé, c'est une base volontaire, donc on ne peut pas faire un dépistage de masse, c'est interdit, mais libre à chacun de venir consulter dans un centre de génétique qui offre ce test pour avoir les réponses. Et si c'est positif, le conjoint du couple le test, et puis voilà. Alors là, finalement, on n'a pas besoin de changer la loi française. Non. Il suffirait que la communauté elle-même s'organise. Si on est sur une base de démarche individuelle et non remboursée, est-ce que le comité d'éthique et la représentation nationale, dans sa sagesse, iront jusqu'à modifier la loi? J'en suis pas sûr, parce qu'on est quand même sur un sujet extrêmement sensible. Qu'est-ce que ça pourrait provoquer comme réaction? Je vais vous dire, il y a un ministre, dont je ne dirai pas le nom, qui, au moment de la promulgation de la loi, à propos de ces tests génétiques qui se pratiquaient en Israël et en Amérique, et au moment de la promulgation de la loi française, m'a dit, vous les Juifs, qui avez tellement souffert de ces pratiques, vous êtes maintenant les premiers à en être devenus les consommateurs. C'est odieux. C'est absolument odieux, parce qu'il n'y a rien à voir. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Là, on est dans un problème médical pour des affections qu'on sait diagnostiquer et qu'on ne sait pas traiter. S'il y a un vide, il n'est pas juridique, il est que précisément, on a la capacité de diagnostiquer et on n'est pas capable de traiter. Quand on ne peut pas diagnostiquer, quand on ne peut pas traiter et qu'on peut diagnostiquer, on n'a pas le droit de priver les gens, au moins de savoir. Puis il y a l'autre argument de dire, pourquoi on ferait pour les Juifs des choses spécifiques, on ne fait pas pour d'autres. Ouais. Bon, tout ça est lancé, Arnold Munich, merci beaucoup, encore une fois. Je crois que c'est effectivement une œuvre très, très utile que vous faites, une démarche tout à fait importante. On attend donc des réponses. Peut-être que ceux qui nous écoutent à Academ peuvent aussi participer, se mobiliser pour cette cause que vous défendez, et puis on vous réinvitera pour avoir des nouvelles de la suite. Je vais donner une petite précision technique. J'ai rencontré le président du comité consultatif national d'éthique hier, Jean-Claude Amezen, qui est un collègue et un ami, qui attache la plus grande importance à cette note et à la question, qui entend en discuter lors des assises des états généraux de la bioéthique. C'est quand? Je vous disais, ce sera probablement juste avant les présidentielles pour une révision qui aura lieu juste après. Donc